Non, ma fille, ne t'inquiète pas. Va t'asseoir, je m'en occupe. Je vais chercher de l'eau, maman. Non, tes mains sont trop fragiles pour ça. Rentre. Oui, maman. Je peux t'aider? Non, je ne veux pas que tu te fasses mal. Va jouer, mon enfant. Adiara commença son plan dès l'instant où elle franchit le seuil de la maison, son sourire large, chaleureux et dangereusement trompeur. C'était le genre de sourire qui apaisait, celui qui dissimulait les tempêtes derrière des eaux calmes. La petite Huche ne voyait pas le danger. Comment aurait-elle pu? Ce n'était qu'une enfant, portant encore le vide laissé par sa mère. Un matin paisible, alors que le soleil s'étendait doucement sur la cour, Huche prit un balai, ses petites mains déterminées à aider, à se sentir utile, à se sentir vue. Mais avant même que le balai ne touche le sol, Adiara le lui arracha des mains avec une force surprenante. Ma fille, ne t'inquiète pas, dit-elle d'une voix douce, ses lèvres esquissant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Va t'asseoir, je m'en occupe. Huche cligna des yeux, perplexe, les mains pendantes, l'air gauche. Elle hésita, puis s'éloigna lentement. Peut-être était-ce là l'amour d'une belle-mère? Plus tard dans la journée, Huche réessaya. Cette fois, elle souleva un petit pot et se dirigea vers le ruisseau pour puiser de l'eau. Elle voulait prouver qu'elle n'était pas paresseuse, qu'elle pouvait encore être comme la fille que sa mère avait élevée. Mais Adiara apparut de nouveau. « Non », dit-elle sèchement, puis adoucit rapidement son ton. « Tes mains sont trop fragiles pour ce genre de travail. Rentre, ma fille. » Huche resta immobile, le cœur partagé entre gratitude et malaise. Elle avait entendu des histoires terribles, sur des belles-mères qui battaient, affamaient et punissaient leurs beaux enfants. Mais celle-ci était gentille. Trop gentille. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois. Et lentement, quelque chose commença à changer. Huche cessa de lutter. Le balai ne l'appelait plus. Les pots d'eau devinrent étrangers à ses mains. Elle commença à s'asseoir et à regarder. Regarder les autres travailler, regarder la vie suivre son cours sans elle. Au début, elle se sentait coupable. Chaque fois qu'elle restait inactive pendant que les corvées étaient faites, une honte silencieuse lui serrait la poitrine. Mais personne ne la reprenait, personne n'insistait. Et la culpabilité commença à s'estomper. Puis vint le réconfort, puis la facilité, et avant même qu'elle ne s'en rende compte, le sentiment d'avoir droit à tout. Un après-midi, Huche se laissa aller en arrière, mâchant nonchalamment, les yeux rivés sur les autres qui travaillaient sous le soleil. Et pour la première fois, elle ne se sentit pas mal, pas du tout. Et quelque part derrière elle, Adiara se tenait là, observant la scène, ce même large sourire s'étalant lentement sur son visage, satisfaite. Avant de continuer, abonnez-vous pour soutenir cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos récits africains captivants. Maintenant, installez-vous confortablement, détendez-vous et prenez du popcorn car je vous emmène au cœur de cette histoire hors du commun, celle d'une belle-mère qui n'a pas battu sa belle-fille, ne l'a pas affamée, mais a choisi quelque chose de bien plus dangereux. On considère souvent les belles-mères comme méchantes, mais qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions et vos expériences dans la section commentaires. Et à toutes les belles-mères bienveillantes qui font de leur mieux pour maintenir les familles unies, que l'univers vous bénisse abondamment. Voici l'histoire d'Huche et de la femme qui souriait tout en ruinant silencieusement sa vie. Le chagrin s'installa d'abord discrètement, comme une ombre qui refusait de partir. La maison d'Obina, jadis emplie de rires et du doux murmure de la voix de Ketchi, sombra dans un lourd silence après que la mystérieuse maladie se soit emparée d'elle. Tout commença comme une fièvre ordinaire, de celle que les herbes et les prières avaient toujours chassée. Mais celle-ci persistait. Les guérisseurs allaient et venaient, secouant la tête. On préparait des potions amères, on murmurait des prières jusqu'au bout de la nuit, mais rien n'y était. Ketchi s'affaiblissait de jour en jour, son corps autrefois vibrant s'éteignant lentement comme une flamme mourante. Allongée sur sa natte, la voix tremblante, elle appelait doucement « Huche, mon enfant, viens à moi ». La petite Huche accourait à ses côtés, ses petites mains agrippées au pagne de sa mère, ses yeux innocents cherchant des réponses qu'elle ne comprenait pas. « Maman, quand te lèveras-tu? Quand me porteras-tu à nouveau ?» demanda-t-elle, la voix pleine d'espoir. Ketchi souriait faiblement, des larmes coulant sur ses tempes, ses doigts effleurant les cheveux d'Huche.
Mais aucune réponse ne vient jamais. Puis, un matin, les pleurs commencèrent. Des grincements perçants emplirent la cour, et Huche resta là, perdu, regardant les gens se rassembler, tandis que sa mère restait immobile, trop immobile. « Pourquoi maman ne se réveille pas ?» demanda-t-elle en tirant du pagne de son père. Obina ne put répondre, sa voix s'était éteinte, engloutie par le chagrin. Il tomba à genoux, brisé, serrant le corps sans vie de la femme qu'il aimait, les épaules tremblantes, des larmes silencieuses coulant sur son visage. À partir de ce jour, la maison changea. La chaleur disparut, les rires s'éteignirent. Et Obina dut ramasser les morceaux, s'efforçant d'être à la fois père et une mère pour un enfant qui, certains soirs, attendait encore à la porte, espérant voir Ketchi. Elle revint avec ce sourire familier. Huche serra fort les souvenirs que sa mère lui avait laissés, son rire, sa douceur, et cette phrase qu'elle répétait sans cesse. « Un bon enfant doit être respectueux et travaillant. » Ces mots résonnaient dans son petit cœur, même si le monde autour d'elle se refroidissait. Les années passèrent lentement, chaque jour s'étirant dans la solitude. Jusqu'au jour où Obina prit une décision. Il ne pouvait plus y arriver seul. Il avait besoin d'une épouse, il avait besoin d'aide. C'est ainsi qu'Adiara entra dans leur vie. Elle arriva comme une bouffée d'air frais, sa beauté attirant tous les regards, sa voix douce et apaisante, son sourire large et accueillant. « Tu es bénie, Obina », dirent les villageois. « Cette femme est une perle. » Adiara salua chacun avec grâce, son rire léger, sa présence presque trop parfaite. Même la petite Huche la regardait avec une curiosité prudente, incertaine de ce qui l'attendait. Mais derrière ce doux sourire, caché au plus profond de son être, le cœur d'Adiara avait déjà pris sa décision. Debout dans sa nouvelle maison, les yeux se posant un instant sur Huche, son sourire s'attarda, mais ses pensées se glacèrent. « Je n'élèverai jamais l'enfant d'une autre femme », murmura-t-elle. « Jamais. » Ses doigts se crispèrent légèrement sur son pagne, son expression demeurant inchangée, toujours douce, toujours bienveillante envers le monde qui l'observait. Mais à l'intérieur, une dense obscurité avait déjà pris racine. Elle ne battrait pas la fillette, elle ne la laisserait pas mourir de faim. Non, sa vengeance contre le destin serait bien plus subtile, bien plus cruelle. Elle prendrait cet enfant et détruirait son avenir de ses propres mains. Adiara n'hésita pas. Dès qu'elle fut installée dans la maison, son plan commença à se dérouler discrètement, avec prudence et une douceur dangereuse. Un matin, alors que la cour s'éveillait, la petite Huche prit un balai, ses petites mains déterminées à aider, à se sentir utile, à se sentir vue. Mais avant même que le balai ne touche le sol, Adiara le lui arracha des mains avec une force surprenante. « Ma fille, ne t'inquiète pas », dit-elle d'une voix douce, ses lèvres esquissant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Va t'asseoir, je m'en occupe. » Huche cligna des yeux, perplexe, les mains pendantes, l'air gauche. Elle hésita, puis s'éloigna lentement. Peut-être était-ce là l'amour d'une belle-mère. Plus tard dans la journée, Huche réessaya. Cette fois, elle souleva un petit pot et se dirigea vers le ruisseau pour puiser de l'eau. Elle voulait prouver qu'elle n'était pas paresseuse, qu'elle pouvait encore être comme la fille que sa mère avait élevée. Mais Adiara apparut de nouveau. « Non », dit-elle sèchement, puis adoucit rapidement son ton. « Tes mains sont trop fragiles pour ce genre de travail. Rentre, ma fille. » Huche resta immobile, le cœur partagé entre gratitude et malaise. Elle avait entendu des histoires terribles sur des belles-mères qui battaient, affamaient et punissaient leurs beaux enfants. Mais celle-ci était gentille. Trop gentille. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois. Et lentement, quelque chose commença à changer. Huche cessa de lutter. Le balai ne l'appelait plus. Les pots d'eau devinrent étrangers à ses mains. Elle commença à s'asseoir et à regarder. Regarder les autres travailler, regarder la vie suivre son cours sans elle. Au début, elle se sentait coupable. Chaque fois qu'elle restait inactive pendant que les corvées étaient faites, une honte silencieuse lui serrait la poitrine. Mais personne ne la reprenait, personne n'insistait. Et la culpabilité commença à s'estomper. Puis vint le réconfort, puis la facilité, et avant même qu'elle ne s'en rende compte, le sentiment d'avoir droit à tout. Un après-midi, Huche se laissa aller en arrière, mâchant nonchalamment, les yeux rivés sur les autres qui travaillaient sous le soleil. Et pour la première fois, elle ne se sentit pas mal, pas du tout.
Et quelque part derrière elle, Adiara se tenait là, observant la scène, ce même large sourire s'étalant lentement sur son visage, satisfaite. Avant de continuer, abonnez-vous pour soutenir cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos récits africains captivants. Maintenant, installez-vous confortablement, détendez-vous et prenez du popcorn car je vous emmène au cœur de cette histoire hors du commun, celle d'une belle-mère qui n'a pas battu sa belle-fille, ne l'a pas affamée, mais a choisi quelque chose de bien plus dangereux. On considère souvent les belles-mères comme méchantes, mais qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions et vos expériences dans la section commentaires. Et à toutes les belles-mères bienveillantes qui font de leur mieux pour maintenir les familles unies, que l'univers vous bénisse abondamment. Voici l'histoire d'Huche et de la femme qui souriait tout en ruinant silencieusement sa vie. Le chagrin s'installa d'abord discrètement, comme une... La maison d'Obina, jadis emplie de rires et du doux murmure de la voix de Ketchi, sombra dans un lourd silence après que la mystérieuse maladie se soit emparée d'elle. Tout commença comme une fièvre ordinaire, de celle que les herbes et les prières avaient toujours chassée. Mais celle-ci persistait. Les guérisseurs allaient et venaient, secouant la tête. On préparait des potions amères, on murmurait des prières jusqu'au bout de la nuit, mais rien n'y faisait. Ketchi s'affaiblissait de jour en jour, son corps autrefois vibrant s'éteignant lentement comme une flamme mourante. Allongée sur sa natte, la voix tremblante, elle appelait doucement « Uche, mon enfant ». Viens à moi. La petite Uche accourait à ses côtés, ses petites mains agrippées au pagne de sa mère, ses yeux innocents cherchant des réponses qu'elle ne comprenait pas. « Maman, quand te lèveras-tu? Quand me porteras-tu à nouveau ?» demandait-elle, la voix pleine d'espoir. Ketchi souriait faiblement, des larmes coulant sur ses tempes, ses doigts effleurant les cheveux d'Uche. Mais aucune réponse ne vint jamais. Puis un matin, les pleurs commencèrent. Des gémissements perçants emplirent la cour et Uche resta là, perdue, regardant les gens se rassembler, tandis que sa mère restait immobile, trop immobile. « Pourquoi maman ne se réveille-t-elle pas » demanda-t-elle en tirant sur le pagne de son père. Obina ne put répondre. Sa voix s'était éteinte, engloutie par le chagrin. Il tomba à genoux, brisé, serrant le corps sans vie de la femme qu'il aimait, les épaules tremblantes, des larmes silencieuses coulant sur son visage. À partir de ce jour, la maison changea. La chaleur disparut, les rires s'éteignirent, et Obina dut ramasser les morceaux, s'efforçant d'être à la fois père et une mère pour un enfant qui, certains soirs, attendait encore à la porte, espérant voir Ketchi. Elle revint avec ce sourire familier. Uche serrait fort les souvenirs que sa mère lui avait laissés, son rire, sa douceur, et cette phrase qu'elle répétait sans cesse. « Un bon enfant doit être respectueux et travailleur. » Ces mots résonnaient dans son petit cœur, même si le monde autour d'elle se refroidissait. Les années passèrent lentement, chaque jour s'étirant dans la solitude, jusqu'au jour où Obina prit une décision. Il ne pouvait plus y arriver seul, il avait besoin d'une épouse, il avait besoin d'aide. C'est ainsi qu'Adiara entra dans leur vie. Elle arriva comme une bouffée d'air frais, sa beauté attirant tous les regards, sa voix douce et apaisante, son sourire large et accueillant. « Tu es bénie, Obina », dirent les villageois. « Cette femme est une perle. » Adiara saluait chacun avec grâce, son rire léger, sa présence presque trop parfaite. Même la petite Uche la regardait avec une curiosité prudente, incertaine de ce qui l'attendait. Mais derrière ce doux sourire, caché au plus profond de son être, le cœur d'Adiara avait déjà pris sa décision. Debout dans sa nouvelle maison, les yeux se posant un instant sur Uche, son sourire s'accarda, mais ses pensées se glacèrent. « Je n'élèverai jamais l'enfant d'une autre femme », murmura-t-elle. « Jamais. » Ses doigts se crispèrent légèrement sur son pagne, son expression demeurant inchangée, toujours douce, toujours bienveillante envers le monde qui l'observait. Mais à l'intérieur, une sombre obscurité avait déjà pris racine. Elle ne battrait pas la fillette, elle ne la laisserait pas mourir de faim. Non, sa vengeance contre le destin serait bien plus subtile, bien plus cruelle. Elle prendrait cet enfant et détruirait son avenir de ses propres mains. Adiara n'hésita pas. Dès qu'elle fut installée dans la maison, son plan commença à se dérouler, discrètement, avec prudence et une douceur dangereuse. Un matin, alors que la cour s'éveillait, la petite Uche prit un balai, déterminée à balayer comme sa mère lui avait appris. Elle avait à peine fait un pas qu'Adiara se précipita et lui arracha des mains. « Ma fille, ne t'inquiète pas.
dit-elle d'une voix douce, le sourire large et rassurant. « Va t'asseoir, je m'en occupe. » Uche se figea, les doigts encore crispés comme tenant le balai, la confusion se lisant sur son visage. Elle hocha lentement la tête et s'écarta. Plus tard dans la journée, voulant à nouveau se rendre utile, Uche portait un petit pot et se dirigeait vers le ruisseau. Mais Adiara réapparut, plus vite cette fois. « Non, dit-elle sèchement, puis adoucit son ton immédiatement. « Vos mains sont trop douces pour ce genre de travail. Rentrez, ma fille. » Uche hésita, les sourcils froncés. Ce n'était pas à quoi elle s'attendait. Elle avait entendu des histoires terribles, de belles-mères qui criaient, qui battaient, qui rendaient la vie insupportable. Mais celle-ci l'empêchait de travailler, de lever le petit doigt, même d'essayer. Lentement, sans s'en rendre compte, quelque chose commença à changer en elle. Les premiers jours, elle ressentait encore une pointe de culpabilité chaque fois qu'elle s'asseyait pendant que les autres travaillaient. Elle jetait des coups d'œil autour d'elle, mal à l'aise, la voix de sa mère résonnant faiblement dans son esprit. Mais personne ne la reprenait, personne n'insistait. Adiara se contentait de sourire et de l'encourager à se reposer. La culpabilité commença à s'effacer. Le confort prit sa place. Et bientôt, le confort se transforma en autre chose, un sentiment de droit acquis. Uche commença à s'asseoir plus longtemps, à rire plus haut, à étirer ses jambes tandis que les autres se courbaient sous le soleil. Elle cessa de proposer son aide, elle cessa d'essayer. Et puis, les chuchotements commencèrent. Les voisins se rassemblaient dans les coins, leurs voix basses mais perçantes. « Cette fille est paresseuse », murmura une voix en secouant la tête. « Aucun respect », ajouta une autre en soupirant. « Sa mère aurait honte si elle pouvait la voir maintenant », dit une autre avec un soupir. Ces mots frappèrent Uche comme un coup violent en plein cœur. Elle se figea sur place, les doigts crispés sur un pagne, la gorge serrée. « Ma Uche » murmura-t-elle dans une voix mêlée d'une incrédulité et d'une peur. Elle voulut se tourner et poser des questions, défendre sa petite fille, mais quelque chose la retenait, quelque chose de profond et d'inquiétant. Elle rassembla ses affaires en silence et quitta le marché, le pas plus lent que d'habitude, le cœur lourd d'une vérité qu'elle commençait à peine à comprendre. Cette nuit-là, le sommeil lui fut difficile à trouver. Allongée sur sa natte, elle fixait l'obscurité, les voix du marché résonnant dans sa tête, se mêlant à l'image obsédante de sa mère dans ses rêves. Puis, les larmes coulèrent, doucement d'abord, puis incontrôlables. Madi a fait. Elle pleurait, la voix brisée, les mains pressées contre sa poitrine. « Ma fille, maintenant je comprends ce que tu essayais de me dire. » Son corps tremblait de chagrin tandis qu'elle pleurait profondément dans la nuit, rongée par le regret et l'urgence. Au matin, sa décision était prise. Aucune hésitation, aucun doute. Maman Nkem se leva d'un pas décidé, nouant ses cheveux. Elle serra fermement son pagne et se dirigea droit vers la propriété d'Obina. À son arrivée, la scène qui s'offrit à elle la stupéfia. Là, à l'ombre, était assise Ucha, détendue, insouciante, mâchant du maïs grillé, les jambes nonchalamment élongées, tandis qu'à proximité, d'autres travaillaient sous le soleil, balayant, portant, se déplaçant avec peine. Le cœur de Maman Nkem se serra. « Chinoué » murmura-t-elle entre ses dents, les yeux embués de choc et de douleur. Sans mettre un instant, elle s'avança, imposant sa présence. « Obina » appela-t-elle fermement. Il apparut, surpris de la voir. « Maman, tu es là !» Avant qu'il n'eût à dire plus, sa voix fendit l'air avec autorité. « Je suis venue chercher ma petite fille. » Un bref silence s'installa. Adiara, qui observait la scène de loin, laissa échapper un petit rire amusé, qu'elle masqua aussitôt par un sourire poli. « Maman, » dit-elle doucement en inclinant la tête, « es-tu sûre que Uche est la bonne personne ? Comme tu peux le voir, elle est incapable de soulever une épingle. » Ses yeux pétillaient d'une moquerie contenue et ses lèvres esquissèrent un sourire imperceptible. Maman Nkem se tourna lentement vers elle, le regard fixé sur Waverly. « Alors je vais lui apprendre », répondit-elle fermement, d'une voix qui ne laissait aucune place à la discussion. La tension monta. Uche leva les yeux, surprise, l'air incertain, presque réticente. « Grand-mère, je... » commença-t-elle, hésitante. Mais Maman Nkem ne se calma pas. « Lève-toi », dit-elle calmement. « Tu viens avec moi. » Uche hésita encore un instant, puis se leva lentement, effleurant son pagne de ses mains, le visage exprimant un mélange de confusion et de réticence. Sans mettre un mot de plus, elle suivit sa grand-mère.
Et tandis qu'elle s'éloignait de la propriété, Adiara les regardait, son sourire s'estompant légèrement, mais pas complètement. La vie avec Maman Nkem n'avait rien à voir avec les jours doux et insouciants que Uche avait laissés derrière elle. Ici, il n'y avait pas de place pour l'oisiveté, pas de place pour les excuses. Avant même que les premières lueurs de l'aube ne se lèvent entièrement, la voix ferme de Maman Nkem déchirait le silence. « Uche, réveille-toi. La journée a déjà commencé et t'attend. » Uche gronda en se retournant sur sa natte, le corps lourd de sommeil. « Grand-mère, il fait encore nuit, » mornonna-t-elle. « Et alors ?» Maman Nkem répondait sèchement. « Le soleil attend-il les paresseux avant de se lever ?» À contre-cœur, Uche se levait péniblement, les yeux à peine ouverts, ses pas lents et réticents. Le premier balai qu'elle tenait lui semblait étrange entre les mains, comme s'il n'avait rien à faire là. Elle balayait maladroitement, soulevant plus de poussière qu'elle n'en ramassait. Maman Nkem la regardait, les bras croisés, le visage impassible. « C'est ça, balayer ?» demanda-t-elle sèchement, « ou est-ce que tu danses avec le balai ?» Uche marqua une pause, perplexe, puis fronça les sourcils. « Grand-mère, j'essaie. » « Alors essaie avec bon sens, » répliqua Maman Nkem sans hésiter. « Le sol n'est pas ton ami, balaie-le comme s'il t'offensait. » Au ruisseau, les choses n'étaient pas plus simples. Les pots lui paraissaient lourds, le chemin long et ses arbons la faisaient souffrir avant même qu'elle soit de retour. « Je n'y arrive pas, » se plaint-elle en jour en laissant tomber la casserole à moitié. « Tu vas y arriver, » dit Maman Nkem calmement, « ou tu vas boire de l'air. » Même cuisiner était un bataille. Elle brûlait la nourriture, renversait des ingrédients, et une fois, elle faillit mettre le feu au bois par inadvertance. « Aïe !» exclama Maman Nkem en secouant la tête. « Si la faim ne t'apprend pas, je le ferai. » Au début, Uche résistait à tout. Elle se plaignait bruyamment, traînait des pieds et pleurait quand les choses devenaient trop difficiles. Certaines nuits, elle restait éveillée, les larmes roulant sur son visage, murmurant « Je veux rentrer ». Un matin, elle tenta même de s'éclipser, son petit paquet bien serré, à pas feutrés. Mais Maman Nkem l'attendait déjà à la porte. « Où vas-tu » demanda-t-elle d'une voix calme mais perçante. Uche se figea. « Je veux rentrer à la maison » dit-elle faiblement. Maman Nkem s'approcha, le regard doux mais ferme. « C'est ta maison maintenant. Et tant que tu n'apprendras pas à te débrouiller seule, tu ne partiras pas. » Il n'y avait aucune colère dans sa voix, seulement une force inébranlable. Et Uche resta donc. Les jours se transformèrent en semaines et quelque chose commença lentement à changer. Ses mains se fortifièrent, ses mouvements devinrent assurés. Le balai n'était plus un fardeau, les casseroles ne la terrassaient plus. Elle commença à se réveiller avant même qu'on l'appelle. Elle se mit à saluer les anciens correctement en s'inclinant légèrement d'une voix respectueuse. « Bonjour maman. Bon après-midi papa. » Les mêmes villageois qui chuchotaient autrefois dans son dos commencèrent à la remarquer. « N'est-ce pas Uche ?» demanda l'un d'eux, surpris. « Oui, cette fille a changé, » dit un autre, approuvant d'un signe de tête. Uche entendit ces mots et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une douce chaleur l'envahir, la fierté. Non pas la fierté vide qu'elle avait autrefois, mais quelque chose de plus profond, de mérité. Un soir, alors qu'elle finissait de balayer soigneusement la cour, elle s'arrêta et contemplait son travail, ses lèvres esquissant lentement un sourire. « Grand-mère » appela-t-elle doucement. Maman Nkem leva les yeux. « Uche hésita, puis dit à voix basse. « Je crois que j'aime ça. » Le visage de Maman Nkem ne changea guère, mais son regard s'adoucit légèrement. « Bien, chérie, » elle dit simplement. « Parce que c'est le genre de vie qui forge une femme de bien. » Et pour la première fois, Uche comprit vraiment. Les années passèrent paisiblement, comme une rivière qui coule sans bruit, emportant Uche de la jeune fille qu'elle était à la femme qu'elle était devenue. L'enfant têtu qui rechignait au travail avait disparu, remplacé par une jeune femme aux mains habiles et au cœur humble. Uche s'épanouit en une beauté rare, non seulement la beauté de son visage qui attirait les regards partout où elle allait, mais aussi la beauté profonde de son caractère, celle qui inspirait le respect même en son absence. « Cette fille a bon cœur », disaient les femmes, « et elle est travailleuse aussi », ajoutaient d'autres, en hochant de la tête avec approbation.
Partout où elle allait, elle saluait avec chaleur, marchait avec dévouement et se tenait avec une grâce discrète. Mama Kem l'observait souvent de loin, le cœur gonflé de fierté, bien que son visage restât imperturbable comme toujours. « Tu fais de ton mieux », disait-elle, simplement, mais ses yeux en disaient bien plus. Les prétendants ne tardèrent pas à arriver. Guidés par les rumeurs concernant sa beauté et son caractère, de jeunes hommes trouvaient des prétextes pour passer la saluer, s'attarder un peu plus longtemps que nécessaire. Certains s'approchaient avec audace, d'autres avec timidité, mais tous avec la même intention. « Maman Kem », disait-on-le avec respect, « nous avons vu à quel point vous avez bien éduqué votre petite fille. » Un autre ajoutait « Une femme comme Huchet est rare. » Mais parmi tous, un nom se démarquait. Ifeani. Connu dans tout le village comme le jeune homme le plus riche, son nom seul avait du poids. Ses granges étaient pleines, ses terres vastes, son influence indéniable. Pourtant, ce n'était pas seulement sa richesse qui attirait l'attention, mais aussi la confiance tranquille avec laquelle il se comportait. Quand la nouvelle se répandit qu'Ifeani avait choisi Huchet, tout le village fut en émoi. « Ifeani ? Cette Ifeani ?» Des voix s'élevèrent, incrédules. Ah, Huchet a vraiment été béni. La cour de Mama Kem s'anima d'activité. Les préparatifs commencèrent immédiatement et la joie était palpable. Les femmes se réunissaient chaque jour, chantant en travaillant, leur rire s'élevant dans l'air. « Apportez les pagneaux. Qui prépare la soupe? Assurez-vous que tout soit parfait. » Le bruit des marteaux, des hachoirs et de joyeuses discussions emplissait l'espace, créant un rythme de fête. Huchet se déplaçait parmi elles, le visage rayonnant, les pas légers, le cœur débordant. « Grand-mère, » dit-elle un soir, la voix douce d'émotion, « est-ce que c'est vraiment en train d'arriver ?» Mama Kem la regarda, le visage imperturbable mais priant. Quand un enfant choisit le bon chemin, les bonnes choses n'auront aucun mal à le trouver. Huchet sourit, les yeux brillants, contemplant les préparatifs, les gens, la vie qu'elle avait construite. Et à mesure que les jours approchaient, tout le village attendait avec une joyeuse anticipation, prêt à assister à un mariage inoubliable. La nuit précédant le mariage, le calme et l'attente paisible régnaient sur le village, mais au fond du cœur de Maman Kem, quelque chose s'éveilla encore. Allongée sur sa matte, le sommeil la transporta lentement vers un lieu qu'elle n'avait pas revisité depuis longtemps. Et puis elle la vit. Nkechi se tenait devant elle, mais plus comme la silhouette brisée et en larmes d'avant. Non, cette fois elle rayonnait. Son visage rayonnait de paix, ses yeux clairs, sa présence chaude et réconfortante. Le souffle de Maman Kem se coupa lorsqu'elle chuchota « Nkechi, ma fille !» Nkechi sourit doucement, s'approchant, sa voix douce me pleine de gratitude. « Merci, maman, » dit-elle. « Tu as sauvé ma fille. » Les larmes montèrent instantanément aux yeux de Maman Kem, ses mains tremblantes tandis qu'elle tendait la main. « J'avais peur. Je ne comprenais pas avant, » dit-elle, la voix brisée. Nkechi secoua légèrement la tête, son sourire s'élargissant. « Tu as fait ce qu'il fallait, » répondit-elle. « Elle est sécurisée maintenant. » Pendant un instant, elles restèrent là, silence, une paix s'installant entre elles que les mots ne pouvaient exprimer. Puis lentement, Nkechi commença à s'effacer, son image se dissolvant dans le silence du rêve. « Ma fille !» appela doucement Maman Kem, mais elle était déjà partie. Elle se réveilla brusquement, les yeux humides de larmes, mais cette fois, ses lèvres estissèrent un sourire. « Tu peux te reposer maintenant, » murmura-t-elle dans le silence de la nuit, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Mais à mesure que la paix régnait d'un côté, les ténèbres grandissaient de l'autre. Loin, dans l'ombre de sa propre amertume, Adiaha s'assit encore seule, le visage tendu par la colère, les yeux brûlants de jalousie. La nouvelle du mariage d'Huchet, les éloges, la joie, tout cela était devenu insupportable. Son plan si soigneusement élaboré, avait échoué. « Après tout ce que j'ai fait, » murmura-t-elle avec amertume, « après tout ce que j'ai fait. » Ses mains se crispèrent, sa respiration irrégulière, tandis que quelque chose de plus sombre s'emparait de ses pensées.
Si elle ne pouvait pas ruiner la vie d'Huchet lentement, alors elle l'y mettrait rapidement. Cette nuit-là, sous le couvert du silence, Adiaha se déplaçait silencieusement. Ses pas furtifs, ses yeux scrutaient les alentours pour s'assurer que personne ne la regardait. Dans sa main, elle tenait le poison, silencieux, mortel, impitoyable. Elle s'approcha du repas préparé pour Huchet, ses lèvres esquissant un sourire froid, tandis qu'elle y ajouta, avec précaution, ses gestes précis. « Voyons voir comment tu deviendras une mariée demain », murmura-t-elle entre ses dents, d'une voix basse et menaçante. Quand elle eut terminé, elle recula, fixant son œuvre, le cœur battant la chamade, mais non de peur, d'impatience. Un rire glaçant s'échappa de ses lèvres, tandis qu'elle se détourna. « Demain matin, murmura-t-elle doucement, tout sera fini. » Et sur ces mots, elle disparut dans la nuit, attendant patiemment que la tragédie accueille l'aube. La nuit était profonde et silencieuse lorsqu'une présence discrète emplit la pièce où Huchet dormait. Son bref était doux, son visage calme, impassible face au danger qui se dressait devant elle. Une douce lumière semblait traverser l'obscurité, et là elle était, Ikeshi. Son esprit se tenait près de la nourriture, son expression n'était plus empreinte de douleur, mais d'une force tranquille, de l'amour inconditionnel d'une mère. Elle contempla sa fille longtemps, son regard s'adoucissant. « Mon enfant », murmura-t-elle. Puis lentement, elle tendit la main vers la nourriture et sans un bruit, sans effort, le poison perdit sa puissance comme s'il n'avait jamais existé. L'air se calma, la paix retombant à nouveau. Huchet se tourna légèrement dans son sommeil, ses lèvres s'ouvrant en un léger sourire innocent, totalement intact, totalement sûr. Au matin, le campement s'anima de mouvement et d'excitation. C'était le jour que tout le monde attendait. Mais Adiaha n'avait aucune envie de célébrer. Non, ses pas étaient rapides, agités, son cœur battant la chamade d'une dombre attente, tandis qu'elle se précipitait vers l'endroit où Huchet gisait. « Ça devrait être fait maintenant », murmura-t-elle, les yeux brillants d'anticipation. Elle s'avança, le souffle coupé, et se figea. Huchet était réveillée. Non seulement réveillée, mais rayonnante, vivante, forte, intacte. Le visage d'Adiaha se décomposa, ses lèvres s'ouvrant d'incrédulité. « Non, ce n'est pas possible », murmura-t-elle d'une voix tremblante. Et puis un coup de fouet. Un coup sec et invisible s'abattit sur son dos. Adiaha poussa un cri perçant, son corps se contractant sous... Adébii poussa un cri perçant, son corps se contractant sous le choc. « Ah ! Qui a fait ça ?» Elle pleurait, tournoyant sur elle-même frénétiquement, les yeux cherchant quelque chose qu'elle ne pouvait voir. Un autre coup de fouet s'abattit, plus fort cette fois. Elle trébucha, se tenant le dos, la panique se déchaînant dans sa voix. « Arrêtez ! Arrêtez !» hurla-t-elle en courant frénétiquement à travers l'enceinte. Les villageois se retournèrent, surpris par le chaos, le visage empreint de confusion tandis qu'ils la regardaient tourner en rond, hurlant de terreur. « Que lui arrive-t-il » demanda quelqu'un. « Est-elle folle » murmura un autre. Mais les coups de fouet ne cessèrent pas. Fouet, fouet. Chaque coup s'abattait avec force, chacun lui arrachant un nouveau cri. Adébii tomba à genoux, la voix brisée par la pression. « Je vais avouer » s'écria-t-elle désespérément. « Je vais avouer !» Le silence se fit dans l'enceinte, tous les regards rivés sur elle tandis qu'elle tremblait, le souffle court, la peur désormais plus forte que sa fierté. « Je l'ai fait !» hurla-t-elle, les mots se déversant de façon incontrôlable. « Je l'haïssais, je ne voulais pas qu'elle devienne quelqu'un de bien. » Des murmures d'effroi parcoururent la foule. « Je l'ai rendue paresseuse exprès, je l'ai empêchée de travailler, je voulais que tout le monde la haïsse. » Sa voix tremblait, des larmes coulant sur son visage, tandis qu'un autre coup invisible la poussait en avant. « Et hier soir, balbutia-t-elle, son corps tremblant violemment, j'ai empoisonné sa nourriture. Je voulais qu'elle meure avant le mariage. » Un silence lourd et profond s'abattit sur l'ensemble de l'enceinte. Personne ne parla. Personne ne bougea. Le poids de ses aveux tlonnait dans l'atmosphère, dense et indéniable. Et dans ce silence, la vérité se dressait à nu aux yeux de tous. Le silence qui suivit les aveux d'Adébii était pesant, comme un poids invisible pesant sur tous, jusqu'à ce que les anciens s'avancèrent, lentement, le visage grave, leur présence imposant le respect.
Le plus âgé d'entre eux leva légèrement son bâton, la voix grave et définitive. « Adébii, tu as parlé, et tes paroles t'ont condamné. » Un murmure parcourut la foule, mais personne n'osa l'interrompre. « On t'a offert un foyer, » ajouta un autre ancien en secouant la tête déçue, « et pourtant tu as choisi le mal. Tu as choisi de détruire une enfant qui te faisait confiance. » Adébii resta agenouillée, tremblante, le corps encore secoué par les épreuves, les yeux emplis de peur et de honte. « Je vous prie, » murmura-t-elle faiblement, « pardonnez-moi. » Mais la décision était déjà prise. Le premier ancien leva de nouveau son bâton, d'une voix ferme et inflexible. « Pour tes actes, pour ta cruauté et pour avoir tenté d'ôter une vie, tu n'es plus digne de rester parmi nous. Tu es banni de ce village. » Un murmure d'effroi parcourut la foule, bien que beaucoup acquiescèrent. « Tu partiras immédiatement, » poursuivit-il. « Mais tes enfants, » il marqua une brève pause, les regardant d'un œil plus doux. « Ils resteront, ils ne souffriront pas pour tes péchés. » Adébii laissa échapper un cri déchirant, ses mains tendues, impuissantes. « Mes enfants, je vous prie !» Mais personne ne bougea pour la réconforter. Son sort était scellé. Tandis qu'on l'emmenait, ses cris s'estompant au loin, la cour demeurait silencieuse, absorbant le poids de ce qui venait de se passer. Puis, lentement, tous les regards se tournèrent vers Huchet. Submergé par l'émotion, le corps tremblant, Huchet s'effondra à genoux, les larmes ruisselant librement sur son visage. « Maman » murmura-t-elle, la voix empreinte d'une profonde gratitude, les mains jointes. « Merci, merci de m'avoir protégée. » Ses épaules tremblaient, tandis qu'elle poursuivait, la voix brisée. « Grand-mère » dit-elle en se tournant vers maman Kémi, « merci de ne pas avoir abandonné Huchet. Merci de m'avoir sauvée. » Maman Kémi se tenait mobile, les yeux brillants, les lèvres serrées, hochant doucement la tête, sa force restant intacte même dans ce moment poignant. Non loin de là, Obina était figé, le visage empreint de regret, les yeux lourds de larmes qu'il ne pouvait plus retenir. Il s'avança lentement, la voix basse et brisée. « Huchet » appela-t-il, mais les mots peinaient à sortir. Il déglutit difficilement, secouant la tête. « Je ne l'ai pas vu, je ne savais pas. » Ses épaules s'affaissèrent sous le poids de son échec qui pesait lourdement sur lui. « Pardonne-moi » murmura-t-il, la voix à peine audible. Le silence demeura chargé d'émotions, alors que la vérité, la douleur et la guérison se mêlaient en s'unique moment. Alors que le poids du grain s'estompa, la joie revint lentement, s'élevant comme le son des drums résonnant dans l'air, et le mariage se déroula avec une beauté que le village n'oublierait pas. La musique emplissait chaque recoin, vibrante et vivante, tandis que les femmes chantaient en harmonie et que les hommes dansaient avec une énergie fière, leurs pieds marquant le rythme sur le sol. Des rires fusaient de partout, légers et contagieux, enveloppant toute la fête de chaleur. « Ah, aujourd'hui est vraiment un jour de joie !» s'exclama un ancien en frappant dans ses mains tandis qu'il regardait les danseurs. Même au cœur des festivités, l'humour retrouva son chemin vers le cœur des gens. « Tu as vu comme elle courait ?» murmura un homme en essayant de reprimer son rire. « La flagellation invisible n'est pas quelque chose que je veux vivre dans cette vie », répondit une autre. Et bientôt, de petits éclats de rire parcoururent la foule, dissipant la tension de ce qui venait de se passer. Et au centre de tout cela, se tenait Huchet, rayonnante, son visage rayonnant non seulement de beauté, mais de la force de tout ce qu'elle avait Overcome. À côté d'elle, se tenait Éphénie, calme et fière, les yeux remplis d'admiration tandis qu'il contemplait la femme qu'il avait choisie. « Tu es une bénédiction », lui dit-il doucement. Huchet sourit tendrement, sa voix douce. « Et j'honorerai ce foyer de tout mon être. » Leur union fut célébrée dans la joie, sous les bénédictions déversées de toutes parts, et tandis que le jour s'étirait vers la nuit, il devint clair qu'un nouveau chapitre s'ouvrait véritablement. Avec le temps, ce chapitre s'épanouit dans une vie pleine de sens. Huchet donna naissance à 2 magnifiques enfants qu'elle éleva avec la même discipline, l'amour et les valeurs qu'elle avait apprises. Elle demeura la femme travailleuse et au cœur caritatif que le village avait appris à respecter, sans jamais oublier les leçons qu'il avait forgées. Elle prit soin de son père, le cœur pur de toute amertume, et fit preuve de bonté envers ses demi-frères et sœurs, les guidant doucement du mieux qu'elle pouvait. Et par-dessus tout, elle honora maman Kémi, ne laissant jamais passer un jour sans exprimer sa gratitude envers celle qui avait changé le cours de sa vie. Un soir paisible, assise à regarder ses enfants jouer, un doux sourire se dessina sur ses lèvres, le cœur rempli, l'esprit en paix. Sa vie était devenue plus qu'une simple histoire, elle était devenue un témoignage.
une preuve vivante que, à quel point le mal soit méchant, aussi discret qu'il agisse, le destin, guidé par l'amour, la vérité et le sacrifice, surmontera toujours et vaincra.